Regarde la caméra. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui va être consacré au partage de la valeur ajoutée et dans le cadre des négociations salariales. Donc, je vais d'abord laisser Alice se présenter. On fera une rapide présentation et puis on rentrera ensuite dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Alice Rustic. Je travaille depuis 4 ans au Centre Études et Data du groupe Alpha. J'interviens en appui sur des missions, sur des problématiques macroéconomiques, sur différentes thématiques, donc les salaires, l'inflation, le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, les matières premières, etc. Très bien, merci Alice. Donc moi c'est Jean-Marc Etienne du cabinet Secafi, depuis 25 ans dans le cabinet, en charge des questions de transport notamment, et puis spécialisé depuis quelques temps sur les questions d'accompagnement des négociations salariales notamment. Donc on va se proposer donc de vous présenter ce webinaire pendant les 3 quarts d'heure qui sont consacrés sur les négociations salariales, le partage de la valeur ajoutée et également, Alice nous présentera les premiers résultats du benchmark NAO 2023 que nous avons réalisé. Alors tout d'abord, on présente rapidement Secafi pour vous rappeler quand même que nous accompagnons les représentants du personnel tout au long de leur parcours, les représentants du personnel et les organisations syndicales dans le cadre de formation, d'expertise, de conseil et donc, comme je viens de le dire, d'accompagnement à la négociation. Donc ça, c'est et ça depuis 40 ans, puisque nous fêtons cette année les 40 ans de Secafi et du groupe Alpha dans son ensemble. Ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre des précédents webinaires qu'on a eu la chance d'animer d'ailleurs avec Alice au mois d'octobre dernier sur la question de la répartition des richesses et du partage de ces richesses, et donc des NAO, de l'inflation. On a évoqué plusieurs sujets tout au long de ces webinaires. Et puis, on est toujours en train de travailler sur ce sujet. On met à jour régulièrement ces questions-là. D'ailleurs, à ce propos, nous vous transmettons un sondage sur vos NAO qui doit vous permettre d'accéder à l'infographie complète et récente sur notre benchmark NAO 2023, dont on vous présentera un extrait tout à l'heure. Et quand je dis on vous présentera, c'est plutôt Alice qui présentera ce sujet-là tout à l'heure. Alors, comment va se découper ce webinaire? D'abord, Alice va vous présenter quelques éléments contextuels rapidement pour rappeler la déformation du partage de la valeur ajoutée qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Ensuite, face à ce constat, face à ces évolutions-là, on vous présentera comment nous, on peut vous accompagner dans votre secteur, dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité, autour de la thématique du partage de la valeur ajoutée, mais aussi du partage du profit. Pour finir, nous allons vous présenter, comme je viens de l'évoquer, le nouveau benchmark, en tout cas quelques extraits du nouveau benchmark NAO. Alice se chargera de ce sujet-là afin de préparer au mieux vos futurs NAO. Alice, je te laisse la main pour la suite. Merci Jean-Marc. Alors, comme on vient de le dire, donc l'intérêt de cette première partie, c'est vous présenter assez rapidement quelques éléments conjoncturels, contextuels, qui vont permettre d'étayer nos propos par la suite autour de la thématique de la déformation du partage de la valeur ajoutée qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Alors, donc tout d'abord, nous avons mis en avant la répartition du partage de la richesse en France depuis 1996. Donc, en fait, la richesse créée est approchée par la valeur ajoutée et la valeur ajoutée est répartie entre toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, on a les salariés, on a les entreprises, on a aussi les actionnaires, les banques et l'État. Donc là, sur ce graphique, vous voyez en rouge que la part des actionnaires dans le revenu global, donc c'est-à-dire la part des dividendes distribués sur la valeur ajoutée est passée de 5,9% en 1996 à environ 16% en 2019. Dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée, donc ce qui revient aux salariés par rapport à la richesse qui est créée, est passée de 60% environ à 54%. Donc, on assiste réellement à un déséquilibre du partage de la valeur ajoutée qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. La pression des actionnaires, la montée en puissance des investisseurs institutionnels, l'atomisation des salariés, le recul du poids des syndicats, le recours à la sous-traitance, la flexibilisation du marché du travail, etc.
Donc, selon nous, cette question du partage de la valeur doit être discutée et débattue en CSE et lors des négociations avec les OS. Parallèlement à cette déformation du partage de la valeur ajoutée, nous avons une distribution de dividendes, comme vous savez, qui bat des records absolus. Donc en 2022, les entreprises, notamment du CAC 40, ont distribué près de 80 milliards de dividendes à leurs actionnaires. C'est un record donc depuis près de 20 ans. On a aussi, dans le même temps, les salaires des dirigeants qui atteignent également des records, 4,5 milliards d'euros. Donc voilà, donc il y a vraiment une nécessité de rediscuter du partage de la valeur au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant également, c'est que les entreprises, depuis le quinquennat Macron, ont bénéficié d'aides publiques assez massives, même avant la mise en place du quoi qu'il en coûte. Il y a eu la mise en place du CICE, du crédit d'impôt recherche. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique en rouge, les aides publiques aux entreprises sont passées en 2003 de 52 milliards à plus de 157 milliards en 2019. Donc, comme je viens de dire, avant la pandémie et le quoi qu'il en coûte. Donc, vraiment, les entreprises ont eu des aides très massives qui ont très peu souvent été accompagnées d'obligations sociales ou environnementales. Dans le même temps, on a aussi eu des baisses d'impôts, donc baisse d'impôts sur les sociétés et baisse d'impôts de production. Donc tout ça, c'est peut-être des éléments aussi à discuter au sein de votre entreprise. Qu'a fait votre entreprise de toutes ces aides et de toutes ces réductions fiscales? Enfin, donc on a eu une augmentation des dividendes qui atteignent des records, on a eu des aides publiques massives aux entreprises, mais les salaires, eux, sont restés plutôt bas et ont notamment, ils se sont fait dépasser très fortement par l'inflation. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a en bleu l'inflation depuis 2001 et en jaune l'évolution des salaires de base dans le secteur privé, donc dans tous les secteurs. Donc on voit en fait que depuis 2001, à part au niveau des crises économiques, les salaires en jaune ont toujours été au-dessus de l'inflation, donc en croissance annuelle. Mais là, depuis fin 2021, on voit que l'inflation dépasse très fortement la croissance des salaires, même si on note une petite croissance des salaires quand même sur la période récente. Donc, on est face à une perte historique de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc, face à ce constat, Jean-Marc va vous présenter ce que CECAFI peut faire pour vous aider et répondre à vos besoins sur la thématique du partage de la valeur. Effectivement, merci Alice pour cet exposé très clair. On va vous présenter effectivement ce que nous pouvons faire, ce que CECAFI peut faire pour vous accompagner au niveau de votre entreprise autour de la thématique du partage de la valeur ajoutée dans le cadre de ces négociations de salaire. 4 axes sur le partage de la valeur ajoutée, mais 4 axes qui nécessitent d'abord d'avoir une approche globale qui est indispensable pour répondre à vos besoins. Une approche globale pour apprécier la performance économique de l'entreprise, analyser la politique de rémunération, analyser le partage de la valeur ajoutée et analyser le partage du profit. 2 éléments qui sont différents et complémentaires sur lesquels on se propose de développer. D'abord, l'appréciation de la performance économique réelle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quelle est sa performance? Quels sont ses résultats? Son niveau de résultat en valeur, sa performance par rapport au chiffre d'affaires et le retour sur investissement par rapport aux résultats d'exploitation, par rapport à la mise de départ, quelque part, de l'actionnaire. Comment on obtient cette information? Comment on obtient ces informations? Comment vous pouvez obtenir ces informations? Ces informations, elles sont obtenues dans le cadre de l'information consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise. Pour vous accompagner, il faut que vous désigniez un expert comptable, un cabinet d'expertise comptable qui, lui, aura accès à l'ensemble des informations disponibles dans l'entreprise, les compétences et le temps mis à votre disposition pour analyser cette information et vous la rendre la plus intelligible possible et la plus utile possible pour derrière pour que vous puissiez vous en servir et qu'elle soit utile, encore une fois, à vos négociations face à votre direction pour contrebalancer un éventuel discours catastrophique ou à l'inverse, on peut avoir des discours différents de la part d'une direction. Donc l'objectif, c'est justement d'objectiver ces éléments pour vous accompagner aussi dans le chiffrage de vos demandes lors des NAO et puis, chose importante, pour communiquer auprès des salariés par rapport aux éléments que vous aurez en votre connaissance.
Il y a des points d'attention là qu'on relève qui sont des points d'attention assez classiques dans l'analyse de la performance économique d'une entreprise. Ce sont les prix de transfert et les possibles transferts de résultats où se situe l'entreprise dans la chaîne de valeur, notamment quand elle appartient à un groupe. Donc, ça peut être sur le chiffre d'affaires, hein, sur les achats, donc les achats et les ventes entre sociétés du groupe. Donc, on a de la valeur qui se déplace, et ça, c'est important de le comprendre pour voir où est localisée la marge dans l'entreprise ou dans le groupe. Des prestations internes, les fameux management fees, les frais de holding qui ne sont pas toujours très, très bien définis et très précis. Les loyers également, on peut avoir des SCI, on peut avoir des locations de matériel, des royalties, hein, on est un peu dans les mêmes sujets. Toutes les prestations à identifier, encadrées par des conventions, tous ces sujets-là, ça peut avoir une incidence sur la manière dont le résultat final de l'entreprise se détermine, mais qui vient perturber la performance économique, j'allais dire réelle, de l'entreprise, et donc qui peut donner une fausse image de la manière dont l'entreprise est gérée et dont l'entreprise génère ou pas des résultats. Autre façon de vous accompagner dans le partage de la valeur ajoutée, autre sujet, c'est l'analyse des rémunérations et des salaires de base. Bien entendu, ce qu'on cherche à comprendre, ce qu'on cherche avant tout, ce que vous cherchez dans ces sujets-là, c'est à comprendre la structure des rémunérations qui n'est pas forcément très limpide au travers des informations que vous donne votre direction. Quelle est la stratégie de rémunération? Quelle est la politique salariale de l'entreprise? Est-ce qu'on est vers une individualisation, une flexibilisation, une défiscalisation? Donc, ces sujets-là sont importants pour comprendre et pour être en mesure, encore une fois, d'aborder les négociations de salaire, du partage de la valeur ajoutée, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, de manière la plus équipée possible, la mieux outillée possible. Et donc, ça doit vous permettre d'apprécier, de chiffrer les niveaux, les écarts, les dispersions, entre les hommes et les femmes notamment, mais pas que, et également se situer par rapport à la convention collective. On vous a mis une petite illustration entre des écarts par rapport à la convention collective sur un exemple qu'on donne dans une mission qu'on a fait, sans évidemment citer le nom de l'entreprise, bien entendu. Comment on l'obtient? Comment vous pouvez obtenir ces informations-là? Au travers des informations qui vous sont données régulièrement dans l'entreprise, mais également en parallèle de l'expertise économique via l'expertise sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail dans le cadre de l'information consultation dédiée avec l'assistance d'un expert. Cet expert qui aura accès au fichier du personnel pour réaliser cette analyse des rémunérations avec tous les éléments de rémunération sur plusieurs années, ce qui permet d'avoir une analyse fine, précise, détaillée, tout en conservant une déontologie forte sur la notion d'information individuelle. Ça, c'est fondamental. On ne diffuse jamais d'informations individuelles. Et d'ailleurs, on demande des informations, certes individualisées, mais anonymisées. Comment utiliser cette matière, hein, cette expertise? Là aussi, on est bien dans ce sujet-là, pour structurer vos demandes NAO en priorisant les salaires de base, les éléments pérennes pour les salariés, ceux qui le sont moins, les aides ponctuelles. On se réfère notamment aux éléments notamment de partage de la valeur, hein, c'est la fameuse PPV dont Alice parlera un petit peu tout à l'heure, l'intéressement, la participation, qui sont des éléments déportés de rémunération et qui sont moins soumis à charge sociale, à cotisation sociale, pardon, et notamment qui ne vont pas forcément rentrer dans les cotisations pour les retraites. Et je sais que le sujet des retraites est important et il est évidemment éminemment d'actualité. Les points d'attention sur ces sujets-là, c'est le tassement du bas de l'échelle des rémunérations, le rattrapage du SMIC, du rattrapage des premières classifications dans les conventions collectives, mais aussi dans les entreprises du SMIC, hein, qui a évolué de manière très sensible ces derniers temps avec l'inflation, de manière corrélée à l'inflation, quasiment corrélée à l'inflation. Et du coup, on se retrouve avec un tassement des bas salaires. Donc, il y a des éléments importants à avoir en tête. Et là aussi, à avoir des éléments de distinction entre ce qui est cotisable, ce qui l'est moins, parce que effectivement, la prime de partage de la valeur, l'intéressement et la participation sont soumises à des cotisations sociales, mais de manière moins importante que des rémunérations de base, hein, les salaires et autres primes. Voilà. Important aussi à avoir en tête, c'est des éléments, on parlait de la prime de partage de valeur, il y a d'autres éléments qui ont été récemment mis en place, des mesures dites, on en a parlé lors du dernier webinaire, des mesures dites de pouvoir d'achat, de rattrapage du pouvoir d'achat, mais qui sont des mesures
ponctuelles et non pérennes. Hein, c'est des primes, notamment sur le carburant, la hausse du plafond pour les heures supplémentaires, etc. etc. Donc, c'est des primes qui sont sorties, enfin des éléments qui sont sortis au mois d'août de l'année dernière pour accompagner les pertes de pouvoir d'achat. Mais on est vraiment dans des dimensions plus ponctuelles et qui manquent de pérennité. Nous, on estime que dans le cadre de vos NAO, il faut essayer, dans la mesure du possible, en fonction des possibilités, d'aller vers davantage d'éléments structurants qui s'inscrivent sur le long terme. L'analyse des rémunérations, elle se fait en tant que telle, elle peut se faire en tant que telle dans l'entreprise, mais évidemment, elle peut se faire aussi au regard de votre secteur d'activité. Ça aussi, on en avait parlé la dernière fois avec Alice. Ce qu'on cherche, c'est comment on se positionne par rapport à ce qui se passe dans la branche, ou dans la région d'ailleurs. Ça peut être aussi la région, ça peut être la branche. Il y a deux approches différentes qui peuvent être différentes. Voilà, et donc, et sur certains métiers en pénurie, comment les rémunérations évoluent, etc. Là aussi, ça doit vous permettre d'être plus pertinent et d'être mieux outillé dans vos revendications. Notamment au regard, voilà, ce que je viens d'évoquer, des difficultés de recrutement toujours plus importantes observées sur le marché du travail pour certains postes, pour certains métiers. Et donc, apprécier là aussi, chiffrer, analyser les écarts et les dispersions. Petit exemple qu'on vous montre dans cette illustration graphique. Ça, c'est voilà, on avait pris, par exemple, dans une mission, un conseiller en assurance et on avait fait ce travail de comparaison par rapport à la convention collective. Notre approche sur ce sujet, c'est une analyse globale des rémunérations à l'externe sous deux angles d'analyse complémentaires, sur la base d'une base de données SODATA qui s'appuie sur les offres d'emploi par métier et qui donne du coup les salaires à l'embauche. Donc ça, c'est un premier angle d'approche. Et puis, on a la DSN qui permet d'avoir la rémunération des salariés en poste par métier. Et donc, ces deux éléments ces deux sources nous permettent d'avoir deux regards complémentaires sur ce sujet par rapport notamment à des métiers cibles dans l'organisation. Alors, ça peut être sur tous les métiers, mais ça peut être plus ciblé. Là aussi, en fonction de vos besoins. L'étude, elle peut être globale, elle peut être plus ciblée. On essaye de faire du sur-mesure, non pas pour apporter un produit, une offre toute faite, mais pour répondre à vos besoins et à vos questions et qui sont les plus à même de vous aider dans vos négociations. L'analyse du partage de la valeur ajoutée, enfin, comment se répartit cette valeur ajoutée? Alice en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est la valeur ajoutée créée dans l'entreprise, comment on apprécie et on chiffre les évolutions temporelles, notamment par rapport au secteur d'activité. Là aussi, la comparaison au secteur d'activité est importante. Et donc, là, l'objectif, c'est de voir comment est répartie cette valeur ajoutée entre les salariés, donc la rémunération, les organismes sociaux et assimilés, l'État, tout ce qui est taxes, impositions, les actionnaires sous forme de dividendes, mais il y a aussi les fournisseurs de capitaux extérieurs, et puis ce qui reste dans l'entreprise pour que l'entreprise soit en capacité aussi de pouvoir se développer et investir. Comment on obtient ce genre d'informations? Là aussi, c'est dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, en désignant l'expert, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui peut avoir accès à ces éléments-là. L'utilisation de ces données-là, l'objectif, c'est justement objectiver le phénomène de déformation du partage de la valeur ajoutée. Alice parlait d'une déformation du partage de la valeur ajoutée d'un point de vue très macroéconomique, et ça, il faut l'avoir en tête. Mais évidemment, on est plus pertinent si on le regarde ensuite, à partir de ces éléments-là, au niveau d'un secteur d'activité, et encore plus pertinent quand on le regarde au niveau de l'entreprise, puisque c'est à ce niveau-là qu'on négocie, et c'est à ce niveau-là que se discutent ces éléments de partage de la valeur ajoutée. Justement, ça va vous permettre de questionner la direction sur ce partage de la valeur ajoutée, comment cette valeur ajoutée est répartie entre les différentes parties prenantes, et donc du coup derrière là aussi, encore une fois, parce que c'est bien l'objectif de tout ça, de structurer vos demandes NAO en priorisant, a priori, c'est notre préalable, les salaires de base comme données importantes, notamment dans un contexte d'inflation fort, avec une perte de pouvoir d'achat importante qu'on évoquait tout à l'heure, qu'Alice vous présentait tout à l'heure.
L'analyse du partage de la valeur ajoutée dans les points d'attention, c'est effectivement l'évolution temporelle du partage de la valeur ajoutée, les éléments conjoncturels qui expliquent ces évolutions. Parce qu'effectivement, certes, dans l'entreprise, c'est important d'avoir la précision de la valeur ajoutée, de la manière dont c'est partagé, mais évidemment, il y a beaucoup de facteurs. Enfin, il peut y avoir des facteurs. En l'occurrence, il y a énormément de facteurs qui jouent en ce moment sur la déformation de la valeur ajoutée en tant que telle et ensuite de son partage. Donc ça, il faut y être attentif et on peut vous accompagner sur ce sujet dans la compréhension. Il y a le partage de la valeur ajoutée et puis il y a le partage du profit de l'entreprise. Le profit, pour nous, le profit partageable, c'est le résultat net, la participation. Le résultat net, c'est ce qui reste au bout du bout, une fois que l'entreprise a tout payé, a constaté l'ensemble de ses charges, de ses produits, de ses amortissements, de ses provisions. C'est le résultat net, ce qui reste en bas de page, comme on dit. C'est la participation, c'est l'intéressement, c'est la prime de partage de valeur. Pour les salariés, on va être sur quel est le poids de la participation, de l'intéressement, de la prime de partage de valeur ajoutée. Et pour l'entreprise au sens large, c'est le résultat net. Qu'est-ce qui reste dans l'entreprise et du coup, comment on peut réutiliser cet argent, ce résultat, soit vis-à-vis du capital, de l'actionnaire, soit en le laissant dans l'entreprise pour pouvoir assurer le financement, l'autofinancement, le financement des investissements nécessaires au développement de l'entreprise. De la même manière que sur la valeur ajoutée, la manière d'obtenir ces informations, c'est également dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, avec l'accompagnement d'un expert pour vous aider à bien comprendre ces sujets-là et à vous aider à structurer vos demandes NAO. Les points d'attention, c'est les mêmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est les possibles transferts de résultats qui vont pouvoir changer et perturber la manière dont est communiqué le résultat de l'entreprise et donc qui peut masquer la performance réelle. C'est pour ça qu'on a insisté tout à l'heure sur la performance réelle de l'entreprise. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels nous, on peut vous accompagner. Et une fois qu'on a dit ça, on a aussi réalisé, en l'occurrence les équipes d'Alice et ses équipes, un benchmark des NAO 2023 qu'on va vous présenter maintenant, qu'Alice va vous présenter maintenant. Donc, je lui laisse la main. Merci Jean-Marc. Nous allons, comme a dit Jean-Marc, vous présenter le résultat de ce benchmark. Donc, l'idée, en fait, c'est vous donner quelques clés de lecture pour ensuite que vous puissiez négocier dans vos entreprises à des niveaux plutôt élevés, parce que vous allez le voir, les résultats de ce benchmark sont plutôt élevés. L'intérêt de l'étude, c'est chiffrer les augmentations salariales qui ont été négociées par les entreprises pour l'année 2023. Donc, nous, on chiffre sur plusieurs items, donc à la fois les augmentations générales, les augmentations individuelles. On fait aussi une différence par catégorie socio-professionnelle. On a aussi fait un focus sur les talons qui ont été négociés par les entreprises, sur les primes, notamment primes partage de la valeur et sur d'autres éléments. Donc, nous avons analysé plus de 200 accords NAO, et ce qui nous permet en fait d'apprécier toute une diversité de pratiques, à la fois une diversité en termes de taille d'entreprise et en termes de secteur d'activité. Donc, notre méthodologie, comme je viens de le dire, elle s'est basée sur une analyse de 200 accords NAO. Donc, c'est des accords qu'on trouve sur la base publique Légifrance. Et nous, au CED, on a accès à une base de données qui associe à chaque accord le nom de l'entreprise, le thème de l'accord, la taille, le secteur, le nombre de salariés, etc. Ce qui nous permet de faire des sélections vraiment très fines pour nos études. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mi-janvier, on a regardé sur notre base combien, sur toute la France, il y avait d'accords à signer pour l'année 2023. Il y en avait 800 et sur ces 800, on en a lu 200. Et on a bien fait attention à ce que ces 200 soient représentatifs des 800 qui étaient en ligne à ce moment-là, début janvier. Donc, nous avons donc lu 200 accords représentatifs de ce qui se faisait début janvier en pratique salariale. Donc, pour rentrer un petit peu dans les résultats de l'étude, donc ce qu'on a commencé à mettre en avant, on s'est demandé quelles étaient les pratiques des entreprises. Est-ce que les entreprises versaient des augmentations générales? Est-ce que les entreprises versaient des augmentations individuelles et à qui? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé par rapport aux accords qu'on a lus en 2022.
parce qu'en 2022, le CED a lu également plus de 300 accords NAO. Donc, on a comparé nos 200 accords qu'on avait lus en 2023 avec les 300 accords lus en 2022. Donc, si on regarde un petit peu ces graphiques, on remarque qu'en 2023, on a 89% des accords qui accordent une augmentation générale aux ouvriers employés, 86% aux techniciens agents de maîtrise profession intermédiaire et 62% aux cadres. Si on compare par rapport à 2022, on remarque que les entreprises sont plus nombreuses à accorder des budgets d'augmentation générale et notamment pour les cadres. Parce que pour les cadres, en 2022, on avait 49% des entreprises qui accordaient une augmentation générale aux cadres et cette part est passée à 62%. Donc, on peut dire qu'on est face à une confirmation d'un retour des augmentations générales en 2023, après une tendance qui a été observée sur les 10 dernières années, une tendance à l'individualisation des pratiques d'augmentation salariale. Donc, ce retour des augmentations générales, ce retour peut s'expliquer par l'inflation qui est très élevée et une volonté des entreprises de couvrir cette inflation très élevée. Si on regarde les augmentations individuelles, on voit aussi que les entreprises sont plus nombreuses à verser des augmentations individuelles à toutes les catégories socio-professionnelles et notamment les non-cadres. Donc, par exemple, en 2022, il y avait 39% des entreprises qui versaient des augmentations individuelles aux ouvriers employés. Et maintenant, en 2023, elles sont 49%. Donc, si on veut essayer de résumer en fait ce slide, on est sur des budgets qui sont plus mixtes. C'est-à-dire que les non-cadres ont davantage d'augmentation individuelle et les cadres ont davantage d'augmentation générale. Donc, les cadres et les non-cadres ont à la fois une petite partie d'AG et une petite partie d'AI. Donc, si on rentre maintenant dans les montants accordés par les entreprises, on est sur des montants médians donc dans notre échantillon autour de 4,8% pour les non-cadres et 4,5% pour les cadres. Donc, vous voyez sur ce graphique qu'on a représenté à chaque fois la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum, le premier quartile et le troisième quartile pour chaque catégorie socio-professionnelle. Donc, par exemple, pour les cadres et les ingénieurs, on est sur une moyenne en 2023 d'augmentation totale, donc AI plus AG, à 4,5%. On est sur un budget médian à 4,4%, un minimum à 1% et un maximum à 7%. Pour les ouvriers employés et les professions intermédiaires, on est sur des budgets qui sont un peu plus élevés, 4,8% en moyenne pour les ouvriers employés, 4,6% pour les TAM, techniciens agents de maîtrise profession intermédiaire. Donc, comment on peut expliquer cet écart par le fait que les entreprises essaient de protéger les bas salaires face à une inflation galopante et aussi, on peut peut-être avoir une deuxième explication du fait que les entreprises anticipent les hausses de SMIC à venir et les revalorisations des minima de branche à venir. Donc, elles accordent aux non-cadres et aux bas salaires des augmentations un peu plus importantes qu'aux cadres. Et si on veut également lire d'une autre façon ce graphique, par exemple pour les ouvriers employés, on a 50% des entreprises qui ont versé entre 4 et 5,75% d'augmentation totale aux ouvriers employés. Donc, c'est l'écart interquartile. Donc, ça, c'est peut-être un chiffre à retenir pour vos négociations salariales. Donc là, c'est une autre représentation graphique des résultats de notre étude. On a représenté en fait les hausses de salaire par tranche. C'est-à-dire, si on essaie de lire ce graphique, par exemple, pour l'histogramme le plus élevé, on a 18% des entreprises qui ont versé entre 4 et 4,5% à leurs salariés, toutes CSP confondues et tous secteurs confondus. Donc, si on essaie un peu de regrouper les histogrammes, on remarque sur ce graphique qu'on a 70% des entreprises qui ont versé en 2023 entre 4 et 6,5% d'augmentation totale, toutes CSP confondues. Donc ça aussi, c'est aussi un chiffre à avoir en tête pour vos négociations. Et autre élément qui est frappant sur ce graphique, c'est que dans notre échantillon, on n'a aucune entreprise qui a versé moins de 2% d'augmentation aux salariés, toutes CSP confondues. Et le maximum se trouve aux environs de 7,5%. Voilà, donc ça, c'est un graphique aussi qui peut être intéressant pour vos négociations.
Donc, comme sur le slide précédent, on a comparé nos résultats avec les résultats des 300 accords qu'on a lus en 2022. Donc, on a regardé les augmentations totales versées par les entreprises en 2022 et en 2023 par CSP. Donc, en 2023, on est sur des augmentations autour de 4,6%. Et en 2022, on était sur des augmentations autour de 2,8%. Donc, on est sur 1,7 point d'écart entre 2022 et 2023. Donc, c'est un écart qui est quand même très important, qui peut s'expliquer par plein de facteurs différents, donc notamment la hausse de l'inflation, son caractère durable. Donc, l'inflation est importante et dure dans le temps. Une volonté de fidéliser les salariés, d'attirer les candidats dans un contexte de difficultés de recrutement et de rétention très importante. Une volonté également de récompenser l'effort des salariés, l'effort de l'investissement des salariés pendant et depuis la pandémie. Une hausse des marges dans certains secteurs, des aides publiques comme on l'a vu au début, qui ont été versées de façon massive aux entreprises et une volonté en fait de rééquilibrer ce partage de la valeur ajoutée avec des NAO qui sont plutôt à des niveaux assez élevés, mais comme on le verra tout à l'heure, qui restent inférieurs à l'inflation. Donc là, ce qu'on a représenté sur ce graphique, ce sont les augmentations moyennes distribuées par secteur d'activité pour essayer de mettre en avant des tendances. Donc on voit qu'il y a des secteurs qui distribuent des augmentations plus importantes que d'autres secteurs, donc notamment les transports, l'énergie-chimie, la construction et la métallurgie. De l'autre côté du graphique, on a Mediapresse, santé, économie sociale qui distribuent des augmentations un peu moins élevées. Donc attention, sur ce graphique, on a mis en avant un point de vigilance. Donc comme on l'a dit au début, on a fait une étude sur 200 accords NAO, mais si on regarde les accords par secteur, on est sur un échantillon qui est beaucoup moins important. Donc, ce sont des chiffres qui sont ici pour vous donner des tendances par secteur, mais qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre et qui ne sont pas représentatifs des secteurs. Donc là, on a représenté les budgets d'augmentation donc sur les 500 accords analysés donc en 2022 et en 2023 par rapport à l'inflation. Donc, on a regardé en fait pour tous les accords la date de signature des accords et on l'a mis en perspective par rapport à l'inflation. Donc, ce qu'on remarque de façon assez flagrante, c'est si on regarde à partir de fin 2021, c'est que les budgets d'augmentation négociés par les entreprises augmentent avec l'inflation. Mais ce qu'on remarque également, c'est que bien qu'elles augmentent, bien que ces budgets augmentent avec l'inflation, ils restent quand même inférieurs à ce niveau. Donc, ce sont deux points à mettre en avant, des budgets qui augmentent, mais qui restent vraiment inférieurs à l'inflation. Donc, on est sur une perte de pouvoir d'achat des salariés sur 2021 et 2022 et 2023. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, on a regardé aussi les talons qui ont été négociés dans les accords NAO de notre échantillon. Donc, on a seulement 17% des entreprises qui ont prévu des talons pour des montants autour de 103 € mensuels. Donc là, sur le premier graphique, en bleu, on voit la part des entreprises par secteur qui ont proposé des talons dans leurs accords NAO. Donc, on voit par exemple que l'énergie-chimie, donc dans l'énergie-chimie, il y a 35% des entreprises qui ont versé un talon à leurs salariés et on a des secteurs qui versent moins de talons, donc par exemple l'agroalimentaire et le commerce. Si on regarde le montant de ces talons, on est sur des montants qui sont importants dans les secteurs énergie-chimie, Mediapresse, alors que comme on l'a vu tout à l'heure, Mediapresse versait des augmentations de salaire de base qui étaient assez faibles par rapport aux autres secteurs. Et si on regarde les transports, on avait des augmentations générales et individuelles qui étaient très importantes. Par contre, une absence totale de talons. Donc, on peut interpréter, par exemple, que un secteur comme le Mediapresse a négocié des augmentations qui étaient plutôt moins élevées que la moyenne, mais avec des talons assez importants et assez élevés pour protéger les bas salaires. On propose de répondre à la question à la fin du webinaire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la question du talon, justement. On finit et puis on répond aux questions ensuite. Donc enfin, on a fait un focus sur la prime partage de la valeur. Donc c'est la prime qui succède à la prime PEPA, prime pouvoir d'achat qui avait été mise en place il y a 2 ans. Donc cette prime partage de la valeur a été mise en place en juillet 2022 et a été versée dans notre échantillon par 37,5% des entreprises.
dans les accords NAO. Donc, nous, on a uniquement regardé les accords NAO. Il se peut que les entreprises aient décidé de négocier des primes PPV dans des accords spécifiques. Donc, peut-être que ce chiffre de 37% est un peu sous-estimé. Le montant moyen dans notre échantillon s'élève à 1 280 €. C'est un montant plutôt élevé. Et comme on le voit sur le graphique, on a une grande diversité de pratiques concernant cette prime. On a des secteurs qui versent beaucoup. On a beaucoup d'entreprises dans les secteurs qui versent des primes et avec des montants importants. Et au contraire, on a des secteurs, par exemple l'agroalimentaire ou encore les transports, où il y a peu d'entreprises qui versent des primes, partage de la valeur, pour des montants plutôt faibles. Et les secteurs qui versent des montants plutôt élevés, c'est l'énergie-chimie ou encore média-presse ou la construction. Donc, si on veut essayer de synthétiser cette étude NAO, qui, je le rappelle, sera disponible si vous remplissez le questionnaire qui a été envoyé en début de webinaire, on aurait 8 points à retenir donc sur cette étude. Donc, des augmentations qui se situent à 4,6% en moyenne en 2023, toutes CSP confondues. Aucune augmentation de notre échantillon en dessous de 2%. Des talons moyens à 103 €. Des primes partage de la valeur à 1 280 €. Un retour des augmentations générales et une diversification des budgets. Par rapport à 2022, des augmentations qui sont bien supérieures à 1,7 points supérieurs. Des budgets qui augmentent avec l'inflation mais qui ne la dépassent pas, donc des pertes de pouvoir d'achat pour les salariés et des augmentations qui sont plus élevées dans certains secteurs d'activité, donc notamment transport, construction, métallurgie. Merci Alice pour tous ces éléments. Alors, effectivement, il y a quelques questions auxquelles on va répondre. En synthèse, voilà, le contexte macroéconomique qui est marqué par une déformation du partage de la valeur ajoutée. Voilà, on vous rappelle un petit peu les éléments qu'on a évoqués et comment on peut vous aider sur ces sujets-là. Alors, pour peut-être répondre, puisqu'il nous reste un peu moins de 10 minutes pour répondre à quelques questions. Alice, notamment, il y a une question sur c'est quoi le talon. Il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'est-ce que c'est le talon, comment est défini le talon, et voilà, si tu peux apporter une… Donc les entreprises, elles négocient en fait souvent des budgets d'augmentation en pourcentage de la masse salariale, des augmentations générales et des augmentations individuelles, donc c'est des pourcentages. Et les talons en fait sont fixés en euros, et ça permet, donc si on est sur des salaires assez bas, pour qui un pourcentage d'augmentation représenterait en fait en euros une part assez faible, on a un talon qui est fixé en euros pour dire l'augmentation minimale pour tous les salariés, c'est tant en euros. Donc c'est là par exemple 100 €. Donc même si le pourcentage fait moins de 100 € pour certains salaires, et bien au final il sera fixé à 100 €. Voilà, c'est exactement ça, c'est un minimum en fait, c'est le minimum de base, comme Alice vient de l'évoquer. Sur la question qui a été posée, conformément sur la question sur les PV de désaccord et donc leur contenu et les dernières propositions, effectivement, ne sont pas accessibles. Ce pas des éléments qui sont accessibles, donc on a travaillé que sur les éléments d'accord d'entreprise, donc déposés sur Légifrance. C'est ça notre base de travail. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui passent au travers de nos mailles, mais voilà, on estime que le travail est quand même représentatif voilà, de ces éléments. On va répondre à quelques questions également. Alice. Donc, je vois qu'il y a une question, alors je ne l'ai plus, sur avez-vous eu des NAO prévoyant des AG par rapport à un pourcentage d'inflation sur plusieurs années? Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en avant dans ce webinaire, mais qu'on a vu dans nos 200 accords, c'est qu'on a eu beaucoup d'accords qui prévoyaient des clauses de revoyure. C'était aussi notre question, donc ça permet de répondre à deux questions en même temps. Merci, Alice. Donc, dans mon souvenir, on avait entre 10 et 30%, je crois 20% des entreprises qui prévoyaient des clauses de revoyure. Donc, par exemple, on a vu dans des accords des éléments où les entreprises s'engageaient à soit réouvrir les négociations, soit augmenter à un certain niveau les salaires si l'inflation dépassait un certain pourcentage dans l'année qui suit ou dans les 2 années qui suivent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal de fois. Ouais.
Voilà, alors, sur la question du sondage, vous l'avez régulièrement, il est remis régulièrement, il y a un lien qui est remis régulièrement en ligne, vous l'avez là à l'instant à 10h09, 10h09 à l'instant, vous avez ce Microsoft Form qui vous permet d'accéder à ce sondage. Voilà, Alice, vas-y, je t'en prie. Je vois une autre question. Donc, quand on parle d'augmentation de salaire moyen, on n'inclut pas tous les éléments de rémunération. On est uniquement sur le salaire de base. On a regardé vraiment les budgets AG et AI. Tout ce qui est promotion ou égalité homme-femme ou autres éléments, notamment ticket resto, tous les éléments annexes, on n'a pas regardé ces éléments. Donc, on s'est vraiment concentré sur le salaire de base. Et pour répondre à une autre question la plus récente là, de Lucie, l'augmentation générale est-elle attribuée plutôt en pourcentage ou en montant? En l'occurrence, là, on a plutôt regardé les éléments en pourcentage et quand il y avait des montants, Alice, on les a transformés en pourcentage. Si on pouvait, sinon voilà. on les a pas pris, parce pour que ça soit cohérent et que la méthodologie soit cohérente. Le lien entre cash flow et marge de manœuvre. Alors ça, c'est une question un peu technique, mais on va essayer d'y répondre. Le cash flow, c'est effectivement l'argent qui est généré, le cash, pour parler un peu anglo-saxon, qui est généré par l'entreprise du fait de son activité. Et derrière, ce cash-là va déterminer quelle est sa marge de manœuvre, quelle est la marge de manœuvre de l'entreprise pour la rémunération des salariés, pour la rémunération de l'actionnaire, pour l'investissement, pour payer les prêts. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là que, sur la base du cash flow, vous pouvez entendre aussi des notions d'EBITDA, de résultats d'exploitation, peu importe les termes, ça rentre plutôt dans la technique, mais c'est à partir de ces éléments de performance économique, on va le dire comme ça, pour être plus global, qu'on va pouvoir déterminer si l'entreprise a des marges de manœuvre pour pouvoir améliorer les conditions de rémunération des salariés, avoir une politique de distribution des dividendes qui correspond à ce que son actionnaire lui impose, quelque part, parce que c'est pas, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde capitaliste. Et puis aussi, encore une fois, rembourser les prêts et faire face aux investissements nécessaires pour le développement de l'entreprise. Je vois une question d'Éric qui demande s'il y a beaucoup d'accords qui découpent les augmentations par tranche de salaire et ne donnent rien au-dessus d'un certain niveau de salaire. Donc, nous, on a vu beaucoup d'accords, effectivement, qui découpaient les augmentations par tranche de salaire. Donc, il peut y avoir 3 tranches, 5 tranches, même 10 tranches. Par contre, très peu d'accords ne prévoient rien au-dessus d'un certain niveau de salaire. Donc, c'est-à-dire que la dernière tranche, c'est par exemple des salaires au-dessus de 3 000 €. Et là, il y a un certain chiffre. Mais il y a quand même peu d'accords qui excluent des salaires parce qu'ils sont trop élevés. Alors, une question intéressante de Cécile. Peut-on se faire assister tout au long de la négociation avec l'employeur? Alors, il nous reste encore 3 minutes, donc on va pouvoir répondre à cette question. Alors, la réponse est en théorie non. Dans la négociation en tant que telle, non. Quand on parle d'accompagnement à la négociation, c'est on fournit aux représentants du personnel, dans le cadre des missions que confie le CSE à l'expert, des éléments d'explication, des éléments de compréhension du contexte, d'analyse des données de l'entreprise économique. Alors, je vais dire écologique, oui, c'est aussi important et ça devient de plus en plus important, pour justement déterminer quelles sont ces marges de manœuvre que j'évoquais à l'instant, il y a quelques minutes, et pour donner des arguments et chiffrer avec vous vos revendications et vous conseiller sur la manière de faire, à la fois sur c'est trop, c'est pas assez, ça passe pas, si je le fais très rapidement, à la fois par rapport aux marges de manœuvre de votre entreprise et encore une fois par rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes, voire par rapport à votre région. Voilà. De manière très rapide, très succincte, je réponds, mais on reste à votre disposition si évidemment vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Alice, peut-être d'autres questions? Au début du webinaire, il y avait beaucoup de questions sur le manque de marge de manœuvre. Dans les associations notamment. Dans les associations. Oui, alors sur les associations, c'est effectivement complexe. Alors, on est effectivement sur de la tarification réglementée et donc un modèle économique particulier. Et effectivement, ça se négocie. Enfin, les marges de manœuvre, elles sont plutôt dans les négociations de branche, pour le coup, et effectivement avec moins de marge de manœuvre dans les associations. Mais
il peut y avoir des marges de manœuvre dans les associations. Moi, ça fait 25 ans que je travaille chez Secafi. J'ai accompagné des représentants du personnel, des CSE d'associations, et on a réussi à trouver quelques marges de manœuvre. Alors, il y a beaucoup de questions, et c'est très intéressant, et merci beaucoup. Par contre, voilà, on va arriver au terme de ce webinaire. On peut-être répondre encore à une petite question. Sur la notion d'augmentation des salaires, à partir de quand ça doit être augmenté, etc. C'est de la négociation. Par contre, l'obligation de négocier tous les ans est liée. Pas l'obligation d'aboutir, mais l'obligation de négocier tous les ans est liée. C'est une obligation. Et le moment où ça rentre en œuvre, où les augmentations sont mises en œuvre, ça dépend de la négociation. Ça peut être rétroactif au 1er janvier, comme au moment où on négocie. Ça, là aussi, c'est de la négociation. Voilà. On vous remercie pour votre participation, pour vos échanges très importants et les questions très importantes que vous avez eues avec nous. En l'occurrence, vous pourrez retrouver à la fois le support sur notre site internet, le support de la présentation, et en répondant au sondage qu'on vous a fait parvenir à plusieurs reprises dans le chat, vous pourrez accéder également à l'étude complète, à l'infographie complète sur le benchmark NAO qu'a réalisé Alice et le centre études data du groupe Alpha. Ouais. Et vous dites qu'il y a un petit problème pour télécharger la présentation dans le mail. Donc, on va régler ce problème et dans tous les cas, vous recevrez l'infographie. Très bien. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Une excellente journée. Au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.